Je m'appelle David Obadia, j'ai 37 ans et je suis gérant de la société Dopic, qui est une société en fait qui programme des salles indépendantes à Paris, mais pas que. J'ai aussi une salle à HL et un multiplex à Béthune. Et voilà, donc du coup, je programme des salles et aussi je chapeaute, on va dire, l'animation. Donc tout ce qui est mise en place de ciné-clubs, de festivals. En gros, je suis un peu la direction artistique pour ces salles de cinéma. Et donc moi je suis Pierre-Emmanuel Le Goff, donc je suis à la fois associé et fondateur de plusieurs structures. Donc la 25e heure, qui est une structure qui existe depuis une dizaine d'années, qui est une structure de production, de différents types de formats, long métrage, documentaire et fiction, mais aussi des formats innovants comme les formats IMAX et la réalité virtuelle. Et je suis aussi gérant de la société La 25e heure Distribution, donc qui distribue les films qu'on produit via la société de production, mais aussi des films externes. Et cette structure porte aussi les projets d'édition DVD, Blu-ray et donc le dispositif de salle de plateforme qui accueille des salles de cinéma virtuelles. Euh, donc depuis à peu près un an maintenant. Et on a une troisième structure qui s'appelle le troisième hémisphère, qui est spécialisée dans la post-production de formats innovants. De notre côté, nous, c'est assez particulier puisque, effectivement, avec cette double casquette de producteur et de distributeur, on était parti sur une année 2020, on avait pas mal d'ambition pour nos activités à la fois de production et de distribution, et on avait daté un film le 1er avril. Et donc, on était extrêmement vigilants sur ce qui se passait avec la pandémie, d'abord en Chine. En plus, ma femme était enceinte de plusieurs mois, donc elle s'en inquiétait d'un point de vue purement sanitaire. Moi, au-delà de ça, je m'en inquiétais par rapport à l'impact que ça pouvait avoir sur l'écosystème culturel en Chine, puis en Italie. Et donc, ayant un film qui sortait le 1er avril, on a, dès le mois de courant février, décidé d'anticiper, de ne pas subir l'événement, en se disant qu'il y avait une forte chance que la situation soit la même aussi en France. Comme le nuage de Tchernobyl ne s'était pas arrêté à la frontière française, on se disait qu'il n'y avait pas de raison que les Français soient plus intelligents que les autres et qu'on risquait de se prendre la pandémie en pleine face, et donc d'avoir les mêmes conséquences, à savoir des jauges limitées dans les lieux culturels. Et étant donné qu'on avait déjà commencé en plus à avoir des bons retours sur la sortie de ce film, et il me semble même des préventes sur les avant-premières rencontres qu'on avait mises en place, bah, assez vite on s'est dit, bah, la solution, ça va être de faire des événements hybrides pour aller récupérer ces spectateurs qui ont peut-être pour certains déjà acheté leur place, mais qui vont simplement pas pouvoir rentrer dans la salle. Donc on a commencé par mettre en place un dispositif comme ça de séances à horaire fixe, donc en simultané des séances en présentiel, et avec le dispositif aussi qui allait permettre de rediffuser la partie débat qui aurait lieu in situ et de la rediffuser pour que sur Internet, depuis leur domicile, les spectateurs en ligne puissent aussi poser leurs questions et avoir le droit à la parole au même titre que les spectateurs en présentiel. Donc on a construit ça à partir de quelques briques qu'on avait déjà commencé à développer, enfin les réflexions qu'on avait aussi sur l'intervention à distance de réalisateurs. Et, euh, et donc, on a réussi à mettre ça en place pour l'avant-première qui avait lieu justement au Luminor avec David qui avait accepté de programmer le film dans plusieurs salles, dont le Luminor. Et c'est comme ça que le 18 mars, on a lancé un communiqué de presse en disant qu'on allait faire voilà, des séances en salle de cinéma à la fois en présentiel et en virtuel. On a donné ce terme d'ailleurs de salle de cinéma virtuelle parce qu'on trouvait que c'était ce qui correspondait le mieux à notre offre. Et puis en fait, quelques heures après le lancement de notre communiqué de presse, Édouard Philippe, le Premier ministre de l'époque, a annoncé que les salles allaient fermer. Et donc, on a recommuniqué différemment en disant, en fait, on va réouvrir virtuellement les salles. Et notre dispositif devenait la seule solution possible. Là, on espérait que ce soit qu'une sorte de prothèse numérique. Là, c'est devenu la seule solution. Et David et ensuite d'autres exploitants nous ont suivis dans ce pari un peu fou, finalement, mais qui nous semblait être la seule manière de continuer de travailler avec les salles et de ne pas détruire l'écosystème en allant directement sur des plateformes VOD qui ne permettent pas aux exploitants de tirer des recettes des films. C'est assez intéressant que tu dis Pierre parce que nous, en tant qu'exploitants, enfin, je pense que je ne suis pas le seul et on est nombreux dans mon cas, on l'a finalement pas du tout vu en fait, ce confinement et la fermeture des salles. Je pense qu'on a été on a fait un peu la politique d'autruche, on n'a pas vraiment voulu le voir. Et je me rappelle très bien, Pierre-Emmanuel, on s'est parlé de l'ouverture de la salle virtuelle parce que, en fait, l'avant-première qui était planifiée au Luminor, donc des grands voisins, était complète ou quasiment arrivée à la Ouais. jauge max.
Donc on s'est dit, bah, ça permet de compléter de manière virtuelle cette séance. Et là, on devait être autour du 12-13 mars, je crois, puisque moi, Ouais, j'ouvrais un cinéma à Béthune qui a ouvert le 11 mars. Et à ce moment-là, pas une seule seconde, on se disait qu'on pourrait fermer. On sentait bien qu'il y avait des films qui s'annulaient, qui se décalaient, euh, des restrictions qui arrivaient, mais il n'y a pas un moment où on s'est dit on va fermer le rideau. Donc c'est vrai que quand le rideau a vraiment fermé, je pense qu'on a tous été complètement déstabilisés. On savait plus quoi faire, on savait plus comment garder le contact avec nos spectateurs. On se dit ils vont déserter, ils vont plus s'intéresser à nous. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas moi à titre personnel, je me suis très vite rapproché de Pierre-Emmanuel pour organiser d'autres séances, pour réfléchir à d'autres événements qu'on pourrait mettre en place ensemble, à Paris ou même dans d'autres villes. Et c'est vrai que ça nous a fait psychologiquement beaucoup de bien. Et ce qui était vachement intéressant, c'est que c'était notamment sur cette avant-première, où les spectateurs qui ont pu du coup assister à l'avant-première de manière virtuelle se donnaient rendez-vous en fait. Ils ne se donnaient pas rendez-vous devant le cinéma, mais ils se donnaient rendez-vous, je ne sais plus quel jour, à 20h, en se disant ah, c'est trop cool, on se retrouve, parce que vraiment, tout d'un coup, l'expérience collective le devenait même de manière virtuelle. Et je trouvais ça vachement intéressant. Alors, avec Pierre-Emmanuel, on s'est connus, ça fait quand même quelques temps qu'on travaille ensemble hein, sur les films qu'il distribuait. On s'est effectivement rapproché via la sortie des Grands Voisins, à la base qui était datée au 1er avril, sortie salle, où je travaillais avec ses équipes pour organiser la sortie nationale et tous les événements, tout l'accompagnement qui allait avec. Donc c'est un partenariat, on va dire, assez classique entre salle de cinéma, programmateur et distributeur. Et c'est vrai que tout d'un coup, ben, quand on a pris un peu plus contact avec Pierre-Emmanuel pour travailler sur les séances virtuelles, là, notre relation s'est nouée. Et comment dire? Oui, le partenariat s'est vraiment créé via les séances virtuelles. Techniquement, ça a été hyper simple, enfin, à mon niveau, parce que Pierre-Emmanuel a tout fait, en fait. Donc, du coup, moi, je le mettais en relation avec les salles de cinéma. Je pense que Pierre-Emmanuel pourra vraiment parler du ouais. côté de l'aspect technique. En tout cas, pour les salles de cinéma, c'est hyper transparent, c'est hyper simple et c'est hyper vertueux, puisque peut-être qu'on en parlera après, mais le système économique est super pour les salles. Enfin, vraiment, ça a été un accompagnement et un vrai soutien pour les salles de cinéma. Et ça l'est toujours, au final, aujourd'hui. Donc, Ouais, ouais, mais en fait, la réponse de David comment dire, son silence par rapport au partenariat, d'une certaine manière, montre qu'en fait, on a travaillé comme d'habitude, d'une certaine manière. C'est vraiment. exactement. Et l'habitude, c'est qu'on parle même pas de partenariat, c'est juste qu'on se met d'accord sur le fait qu'il programme ou pas le film. Bah, là, c'était pareil. Mais ça allait plus loin, c'était vraiment une relation de confiance qui s'est nouée à ce moment-là, encore plus qu'avant, puisque bah, c'était un pari qu'il faisait avec les exploitants de salles avec lesquels il travaille, de se dire bah, on fait ce saut dans le vide, on prend ce risque de faire des séances comme ça, alors que personne ne le fait d'habitude. Et nous, bah, on s'occupait effectivement d'être les maçons, entre guillemets, de la salle virtuelle, de la reconstruire un peu en urgence. Et bah, ça, c'était un travail un peu de fou furieux, 20 heures par jour avec nos développeurs. Et quand on a commencé à vendre les places, en fait, il n'y avait rien qui était prêt, quoi. On avait juste une page d'accueil, on récupérait des données avec les gens qui pouvaient s'inscrire à notre newsletter. Mais en fait, derrière, on construisait comme des malades pour espérer être prêt pour le 20, je sais plus, le 23 mars, je crois qu'il y avait l'avant-première. Et on flippait, en fait. Et le jour où on a commencé, on a dit moteur, en gros, parce que je prenais la parole en plus avant la séance. Et je sais que quelques minutes avant, on n'était pas du tout sûr que tout ça allait marcher. Et on avait peut-être 500 personnes connectées. On flippait, quoi. Et ça a marché. Mais, euh, mais donc, en fait, on n'a pas plus de contrats, il n'y a pas plus de contraintes non plus pour David que d'habitude, et c'est le cas d'ailleurs pour les autres exploitants. C'est à un moment donné, les accords, ils se font comme ça, c'est sur la confiance. Avant, il y a longtemps, il y avait des contrats entre exploitants et distributeurs, maintenant, ça se fait plus. C'est, voilà, on sait qu'on fonctionne à la confiance, à la parole, et parfois, il y en a qui trahissent, c'est rare, et ils se font tout de suite repérés, on va dire. Mais aujourd'hui, heureusement, un exploitant qui donne sa parole pour sortir un film, bon, il le fait. Et donc, c'était pas plus compliqué que ça. C'est de donner cette parole mutuelle entre David et nous, et puis c'était parti. Et techniquement, bah, il y a eu ce développement qui était très compliqué, notamment pour la partie d'ailleurs géolocalisation.
Parce que nous, ce qu'on a rajouté comme brique, qui était pour nous très importante pour pouvoir imaginer une sortie nationale, c'est de se dire comment on va faire pour faire un événement en ligne et faire en sorte qu'il n'y ait pas en fait une sorte de prime aux primo-diffuseurs. C'est-à-dire que si la salle, à un moment donné, qui diffuse le film en ligne, peut toucher tout le public français en un seul coup, potentiellement, bah, les autres salles vont prendre peur et dire bah ouais, mais toi, tu as déjà rincé le marché, donc pourquoi on ferait une séance le lendemain alors que tu as déjà fait ta séance? Et là, on s'est dit, bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est de repartager le territoire à l'image de ce qu'il est en réel, donc de faire des zones d'accessibilité à la salle virtuelle qui soient limitées à un périmètre défini autour de la salle. Et à Paris, vu qu'il y a un tissu qui est extrêmement dense de salles, bah, on a limité à 5 km autour de la salle. Et bah, pour autant, une jauge, je crois. on avait prévu d'y aller, revenu, et voilà. Une jauge aussi, hein, je crois. Hein. Tu limites? Et alors, non, là, non je ne crois pas qu'on a mis de jauge. On fait de la jauge limitée en plus. Ça peut être une stratégie par rapport au distributeur qui peut dire, bah, par exemple, pour un festival, je vais faire une séance gratuite, mais qui va lui être financée par le festival, qui va lui louer la copie 500 € par exemple. Et il va dire, j'accepte que ce soit gratuit, je loue la copie et en plus, je veux que ce soit limité à un certain nombre de spectateurs, peut-être à 300, 400 spectateurs. Et ça lui permet de ne pas abîmer, entre guillemets, son film pour qu'il puisse continuer à faire d'autres séances comme ça en ligne et peut-être retrouver le chemin de la salle au moment de la réouverture. Très rapidement, on a déposé un dossier pour un fonds qui s'appelle, je crois, ça m'échappe, au CNC. On n'a pas eu le financement, notamment, je pense, parce qu'il y avait beaucoup d'exploitants dans la commission qui n'ont pas perçu à ce moment-là peut-être la pertinence de notre dispositif et ont peut-être pris un peu peur. Et puis, on avait très peu d'exploitants qui nous suivaient à ce moment-là. On avait peut-être 30 exploitants, on va dire. C'était peut-être un mois après le début voilà, et on était assez peu de distributeurs à travailler avec, même si on en avait convaincu quelques-uns. Et donc, on est peut-être allé trop tôt. Et puis surtout, on n'avait pas trop le temps de faire un dossier béton. Et donc, je pense que c'est normal qu'on ait pas eu cette aide à ce moment-là. Ensuite, on a déposé une autre aide du CNC qu'on n'a pas eu non plus parce que ça correspondait pas à l'appel à projet. On nous a dit à l'unanimité que c'était un très bon projet, mais qu'il fallait le renvoyer vers une autre commission. Donc, on a redéposé, on attend la réponse. On attend toujours la réponse au niveau européen, mais là, il y a eu des reports depuis 6 mois, donc pour une aide dans laquelle normalement on rentre bien. Et puis, hier soir, à minuit, là, on a déposé un dossier pour une aide exceptionnelle pour les distributeurs. On espère l'avoir. Et cette aide-là, d'ailleurs, nous demandait est-ce qu'on a déjà touché des aides de l'État, notamment le PGE, donc un prêt, ce genre de choses. Nous, on n'était pas légitime à demander un PGE, puisque les PGE, c'est des structures qui n'ont plus d'activité. Et nous, paradoxalement, on a recruté pendant ce temps, on a pris tous les risques, mais on était actifs, on n'était pas en chômage technique, en fait. Et donc, on n'a effectivement eu aucune aide. Et hier, d'ailleurs, en faisant le dossier, on a pu expliquer qu'on avait reversé à l'écosystème, donc aux distributeurs, aux exploitants, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, non seulement on a pris des risques, mais qu'en plus, on en a fait profiter un peu tout l'écosystème. Alors, ça ne représente pas énormément quand on divise par le nombre d'exploitants qui ont travaillé avec nous, mais il y a aussi cette dimension presque psychologique et symbolique dont parlait David. Je pense que c'est important pour un cinéma aujourd'hui et depuis presque un an de Yo-Yo d'avoir le sentiment qu'il continue à offrir de la programmation à son public et refaire peut-être une programmation presque au lundi. Et ça, je pense que psychologiquement, c'est important aussi. C'est presque au-delà du symbolique, puisqu'il peut y avoir et quelque chose derrière. Alors ça, c'est une question clé, effectivement, et autant le CNC ne nous a pas soutenu d'un point de vue financier, autant assez rapidement, on a senti qu'ils avaient une écoute attentive, puisque on va dire que notre initiative changeait un petit peu de discours de peut-être d'autres membres de l'écosystème qui étaient un peu pris au dépourvu et qui finalement étaient plus dans une logique de demander des financements. Nous, on était dans cette logique de dire, on prend notre destin en main, on a des solutions numériques qui peuvent aider, et donc aidez-nous au moins à rentrer dans les clous, entre guillemets. Alors, ils nous ont pas rentré dans la chronologie des médias, mais ils nous ont dit presque mieux. Ils nous ont dit vous n'êtes pas pris en compte par la chronologie des médias, puisque quand elle a été mise noir sur blanc, vous n'existez pas. Vous êtes un dispositif qui n'est pas de la VOD, vous n'êtes pas non plus tout à fait un dispositif d'exploitation en salle, mais vous êtes de l'exploitation avec les salles de cinéma. Donc, de facto, vous êtes hors de ce champ de l'application de la chronologie des médias, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se cale par rapport à l'exploitation en salle, donc potentiellement des avant-premières, mais aussi du
presque du day and date. Enfin, ce qu'on avait prévu avec David, c'était pas du day and date exactement, parce que ça, c'est l'expression qui parle de VOD et salle de cinéma. Nous, c'était salle de cinéma plus salle de cinéma virtuelle, mais en simultané. Et c'est ce qu'on espère faire au moment de la réouverture. C'est aider les salles au moment de la reprise pour leur permettre non seulement de combler des jauges qui vont certainement être limitées pendant un certain temps. Là, on voit aux États-Unis, ils vont peut-être ouvrir à 25% de la jauge. Donc économiquement, c'est quasi impossible pour, je pense, les salles de tenir avec des jauges de 25%. Surtout quand voilà, si pour les blockbusters ou des événements, des séances rencontres, etc. Non, on a eu ce problème. Hein. Dans l'entre-deux confinements, on avait des séances où on refusait du monde. C'est quand même extrêmement dur, surtout dans une période pareille. Donc l'idée, c'est ça. Et donc, le CNC, en tout cas, nous le permet aujourd'hui. Ça a été très simple. Non, il n'y a pas eu de réel changement puisque un partage de recettes, donc globalement c'est du 50-50 entre l'exploitant et le distributeur. On a gardé ce modèle avec Pierre-Emmanuel. On a défini un tarif en se disant à partir de quel moment le spectateur va peut-être pas payer 10 euros pour rester chez lui voir un film. Donc on est plus parti sur 5-6 euros. Sachant que je crois il y a 1 euro de retenue pour les frais techniques. Le modèle c'est 50-50, sauf que nous on prélève 20%, ce qui correspond à 1 euro sur un ticket à 5 euros. Voilà. Et on met à 6 euros quand il y a une rencontre. Et l'euro supplémentaire permettant de rémunérer le ou les intervenants ou l'organisateur de l'événement, si c'est un festival, qui lui-même peut reverser aux intervenants. Et voilà le modèle économique. Donc c'est hyper vertueux pour tout le monde. Par visionnage. Nous, en fait, effectivement, dans un premier temps, on a travaillé pour notre propre chapelle, c'est-à-dire on était distributeur, en plus producteur du film, donc on avait envie de se battre pour ce film. Et peut-être que si on n'avait pas eu cette sortie le 1er avril, on n'aurait pas raisonné pareil. Je pense sans doute que sans cette, comment dire, ce faisceau d'éléments, on l'aurait sans doute pas fait. Là, on s'est dit, voilà, on va se battre pour que notre film y sorte. On n'a pas envie d'attendre en se disant, est-ce qu'on pourra sortir le film à un moment donné? On va aller à contre-courant et on va envoyer un signal fort. Et on ne se rendait pas compte de la masse que ça allait prendre en termes de travail et de financement. Voilà, on était un peu tête brûlée. Mais très rapidement, on s'est dit, vu que ça a marché pour nous, maintenant, il faut qu'on mette ce dispositif au service d'autres distributeurs, puis qu'on trouve aussi d'autres exploitants, sur les autres distributeurs qui eux-mêmes vont trouver d'autres exploitants. Et donc, cet effet boule de neige, à un moment donné, il s'est fait au sein de notre syndicat, donc le SDI, syndicat des distributeurs indépendants. Et puis après, on est allé où sont venus à nous des distributeurs du DIR, et puis petit à petit, on est monté jusqu'à maintenant Gaumont, Wild Bunch, etc. Donc des très gros. On ne travaille pas encore avec des studios américains. De toute façon, je pense que c'est pas du tout dans leur stratégie. Ou alors ils le feront avec leur propre plateforme. Enfin, je dis avec leur propre plateforme ou avec des plateformes qui ne sont pas vertueuses au sens où on l'est, puisque nous, on travaille avec les salles de cinéma. Ou alors, Amazon va racheter AMC, c'est-à-dire l'un des plus gros réseaux, comme ils sont en train de le faire. Nous, on pensait que le coût viendrait de Netflix. Mais voilà, au finish, je pense que ces plateformes-là n'auront pas d'état d'âme à aller sur le territoire des salles de cinéma, comme Netflix l'a fait avec des partenariats avec la Cinémathèque et ce genre de choses, ou en rachetant des films de catalogue. Et voilà, mais eux ont cette puissance financière. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en se fédérant, le réseau, le maillage extrêmement puissant des salles ARSF peut tout à fait répliquer à Netflix et aux autres plateformes parce qu'elles ont une connaissance du territoire, de leurs spectateurs, cette capacité d'accueil, de médiation des séances rencontres, que fort heureusement, Amazon, Netflix n'ont pas. Soit on a un rôle purement passif et d'accompagnement un peu technique. En gros, on met de l'huile dans les rouages et on forme notamment les usagers de la plateforme, puisque là, on a lancé la V2 de la plateforme qui permet directement aux exploitants de créer leur séance eux-mêmes. Et dans le back-office, ils vont pouvoir négocier avec les distributeurs, peut-être des zones de géo-accès un peu plus étendues, voir s'ils peuvent avoir un peu plus de place si jamais il y a une limitation de jauge, etc. Donc, nous on les forme pour qu'on n'ait plus à les accompagner là-dessus et qu'ils puissent eux-mêmes créer leur séance. Donc ça, c'est un rôle un peu de fluidificateur, on va dire. Mais sinon, on essaye effectivement d'avoir un rôle un peu de recommandations parfois. C'est-à-dire, on a été démarché, par exemple, par la productrice de Raymond Depardon, qui est aussi sa compagne et sa co-réalisatrice. Elle voulait organiser une séance d'un de ses films, du dernier film de Raymond Depardon. Et tout de suite, moi, j'ai réagi en lui disant, mais faisons une rétrospective, tant qu'à y être. Et donc, voilà, après, elle s'est occupée avec Raymond
de choisir les films. Il y avait des courts-métrages en plus, etc. Après, nous, on a fait le go-between pour aller chercher le Forum des images, comme ça, qui avait une diffusion nationale. Puis d'autres salles, on les a aidés, puisque ils sont pas vraiment distributeurs, on va dire, la plupart du temps. Et donc, ils n'avaient pas forcément les contacts, et ils ne savaient pas exactement quelles étaient les meilleures salles à aller chercher, en tout cas sur la salle virtuelle. Donc voilà, on les a accompagnés. Et puis bah là, on vient de faire, on a été, j'ai proposé à l'Académie des Lumières de faire une reprise des films primés aux Lumières. Donc c'est nous qui les avons contactés. Là hier, je les ai mis en contact avec le groupe Le Monde qui a envie de faire des partenariats avec nous. Bah, du coup, je leur ai dit, bah, faites un partenariat pour faire gagner des places avec l'Académie des Lumières. Et voilà, nous, on essaye à chaque fois de fluidifier les relations parce qu'on a tout à y gagner aussi, puisque plus ça marche, plus les exploitants sont contents, les distributeurs, vu que nous, on est intéressés à la commission, voilà, enfin, on est vraiment dans une logique vertueuse. Et donc, on fait effectivement bien souvent plus que simplement être un outil technique quand on peut, mais évidemment, on a plusieurs événements tous les jours, donc on n'a pas forcément le temps d'accompagner chaque événement comme ça. Puis au bout d'un moment, chacun aura bien compris comment faire et il n'y aura plus besoin de le faire. En fait, il y a vraiment deux temporalités différentes, hein. Il y a eu le premier confinement où j'ai été hyper en demande de faire beaucoup de séances avec Pierre-Emmanuel. Je pense que, enfin, on s'appelait tout le temps. Toutes mes salles étaient sollicitées pour organiser des événements, des rencontres. Alors, ce qui est bien aussi avec la 25e heure, au-delà de l'aspect vertueux du partage des recettes, c'est également qu'il y a effectivement des rencontres suite aux projections et c'est sur la même plateforme. C'est-à-dire que le spectateur, il lance son lien, tout sur la chaîne. Il n'y a pas besoin de se connecter ensuite sur Facebook Live, sur Zoom ou je sais pas quoi. Donc là, c'est hyper simple pour un public qui n'est pas coutumier des applications, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On a fait beaucoup. Alors au début, en fait, ce qui est compliqué de répondre, c'est tellement différent en fonction de la personne des organisateurs des séances. C'est-à-dire qu'un distributeur comme la 25e heure sur Les Grands Voisins, qui avait beaucoup travaillé le film en amont, bah, c'est vrai qu'on a fait d'excellentes séances. Il y a eu des très bonnes entrées, il y a eu des très bons retours. Enfin, c'était hyper chouette. Enfin, vraiment, ça nous donnait plein d'énergie. À l'inverse, 2 semaines après, j'avais fait une séance je crois que le film s'appelait En Politica, qui devait sortir au cinéma, et puis finalement il a annulé la sortie pour faire une sortie en tout cas virtuelle. Bon, là, ça n'a pas du tout marché parce que c'était pas du tout le même travail qui avait été fourni en amont. Donc, la 25e heure est une très bonne plateforme. Après, le travail à côté doit être fait par les organisateurs, que ce soit une association, que ce soit un distributeur, que ce soit un festival. Donc, voilà, la différence est vraiment là en termes d'entrée. Alors après, pour les spectateurs, il y a aussi effectivement le lien qu'ils entretiennent avec la salle, puisque la salle de cinéma doit s'approprier les séances et donc communiquer autour via des newsletters, Facebook, enfin toutes les manières de communication. Pendant le premier confinement, mes salles en tout cas étaient très actives et très en demande de ces séances et de garder ce lien. Et c'est vrai qu'arrivé le deuxième confinement, qui a séché absolument tout le monde et qui a vraiment démotivé et déprimé toutes les équipes, mais vraiment au sens fort du terme. Là, tout d'un coup, j'ai senti que toutes mes propositions, en fait, on me les renvoyait en disant non, non, mais là, on n'a plus envie, ça sert à rien, on va se mettre un peu en stand-by. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une période je dirais, du 10 décembre jusqu'au 15 janvier, quasiment un mois. Puis, il y a eu les fêtes entre-temps et tout, donc ça a été vraiment une période assez creuse. Je ne sais pas si Pierre-Emmanuel, tu as le même constat. Et là, par contre, je sens qu'il y a un regain de propositions et d'envie, que ce soit des salles, que ce soit des organisateurs, surtout des festivals. C'est qu'on a beaucoup de demandes. Là, je vais travailler avec Best of Doc dans plusieurs salles de cinéma qui n'étaient, enfin, pour moi, j'avais pas travaillé comme ça depuis le premier confinement, je crois. Donc voilà, ça y est, on reprend un peu une envie, un dynamisme, mais je pense que c'est l'écosystème qui se motive, quoi. Ouais. Non, mais moi, je vais dans le sens de David. Effectivement, on a senti qu'il y avait de nouveau un gros coup derrière la tête qui tombait là, avec la non-réouverture des salles. Et pour nous aussi, puisque nous, on venait de se mettre dans cette perspective de l'hybride. Et on avait fait un beau test grandeur nature avec Beaubourg. Et dans le cadre du mois du doc, on avait fait une séance hybride entre Beaubourg et une dizaine d'autres lieux en France et à l'étranger qui avait super bien marché.
On avait fait une vidéo démo pour justement démarcher les salles en disant, bah voilà, nous, on va vous accompagner pendant la réouverture pour faire des séances hybrides et aller chercher d'autres publics, remplir avec la salle virtuelle bah, les jauges qui sont limitées, etc. Et puis, bah, nous, tombe effectivement cette annonce de non-réouverture. Et effectivement, il y avait 3 semaines plus tard les vacances de Noël. Et je pense que tous les exploitants, les distributeurs, ils ont pris très cher à ce moment-là. Donc, nous, on s'est dit, bon, ok, bah, tant pis, on va pas lâcher maintenant. Et là, on a eu effectivement des demandes, notamment de festivals, parce que bah, les festivals, on va dire, les enjeux étaient encore autres. Ils avaient vraiment communiqué beaucoup sur leurs événements et ils se retrouvaient à plus savoir est-ce qu'ils allaient maintenir ou pas leurs événements. Ils avaient pris des engagements de partout. Des fois, ils avaient des financements de la ville, de sponsors, etc. Et donc là, on a commencé à avoir une hausse de la demande de festivals jusqu'à faire notamment le festival Premier Plan là, qui nous a confirmé début janvier. Et puis c'était parti, c'était reparti. On a profité pour améliorer encore la plateforme et en se disant, bah voilà, malheureusement, ça va encore durer, on n'est pas sorti d'affaire. Et puis après, il y a eu la clause de revoyure qui n'a pas été non plus suivie d'effet. Enfin, donc, voilà, non, non, on s'est toujours dit, on lâche pas l'affaire, il faut pas lâcher maintenant, surtout qu'on est vraiment un outil qui peut être pérenne, en fait. C'est ce dont on se rendait compte, sachant qu'on avait même des exploitants qui nous disaient, en fait, votre outil, il est super parce qu'il nous permet d'organiser des séances débat qu'on n'organise jamais parce qu'on est trop excentré et on n'a jamais de réalisateurs qui viennent, parce qu'on a une trop petite jauge. Ça vaut pas le coup pour un distributeur d'amener son réal pour faire 150 entrées plutôt que 400 à 1 heure de Paris, quoi, en gros. Et votre dispositif va nous permettre de faire, en s'associant avec d'autres salles de cinéma, va peut-être des jauges qui, au cumul, puisqu'on peut faire des événements dans plusieurs salles de cinéma présentielles plus en virtuel, de cumuler plusieurs milliers de spectateurs, même dans des zones en province, quoi. Et il y avait aussi leur intérêt pour tout ce qui était à l'attention des publics empêchés. Ils comprenaient aussi que bah, pour les handicapés, donc on avait l'association des paralysés de France avec qui on a commencé à tisser des liens, pour les sourds et malentendants, pour les aveugles, pour les personnes en EHPAD, etc., etc. Tous ces gens qui, de toutes les manières, n'ont pas accès à l'offre culturelle et qui sont 365 jours qui sont enfermés, entre guillemets, et ben pour eux, c'est un vrai plus qui est proposé, qui permet justement de revenir un peu sur l'égalité de l'offre culturelle. Et en fait, ça représente des millions de personnes en France. Et donc, ces publics, il faudra du temps pour les ramener vers la salle, mais il y a une vraie demande et on le sent bien. Et on pense que c'est un vrai levier pour le moment de la reprise. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est pérenne quoi, comme modèle économique, à la fois pour les salles, pour les distributeurs. Voilà. Et rien que les sourds et malentendants, c'est 6 millions de personnes en France. On propose un plan. C'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, on essaie de proposer une alternative. De dire, les salles peuvent réouvrir, même si c'est à petite jauge, mais avec en plus la salle virtuelle derrière. Et pour ça, bah, on va sortir des films. On va cramer des cartouches. Donc, parce qu'on sait qu'il y a quasiment 400 films qui sont sur des étagères. Ça va être un carnage à la reprise. Ça va être un énorme carnage. Et les films qui sont fragiles vont être déchiquetés, en fait. Je pense qu'il vaut mieux sortir un film aujourd'hui avec la presse qu'on peut avoir, parce que les journalistes ne parlent que de VOD ou de DVD. Ils pourront parler d'une sortie qui se fait avec des salles, comme ça a été le cas il y a un an avec Les Grands Voisins. Donc on pense qu'il y a une opportunité pour ces films-là et pour réamorcer la pompe, entre guillemets, quoi. Nous, on est un dispositif technique quand on n'est pas distributeur, donc le travail, d'une certaine manière, reste le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. Même si nous, on a une base de données maintenant qui fait qu'on peut communiquer directement vers les usagers, on va dire, du dispositif, mais ça reste un travail de communication, mais qui est sans doute plus important à faire sur la partie digitale. Parce que l'acte d'achat, il se fait en digital, c'est pas, on va pas se déplacer dans son cinéma pour acheter un ticket, où là, on peut imaginer que la presse écrite, dans les habitudes du spectateur, bah, elle est prescriptrice. Là, elle l'est, mais je pense que le chemin pour le spectateur depuis une promotion en ligne, en gros, enfin, une campagne sur les réseaux sociaux, une newsletter, va être plus efficace. Et ça demande à certains distributeurs ou exploitants bah, de revoir un peu leur manière de communiquer. Et certains ne savent pas le faire. Et d'autres, comme par exemple le Lumineur, quand ils nous ont accompagnés sur la sortie du film, bah, ils avaient déjà une base d'utilisateurs. Je ne sais pas si David peut ajouter quelque chose, mais ça, voilà, ça demande un peu de réinventer son métier pour certaines salles. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi beaucoup de salles au début, comme tu le disais, Pierre-Emmanuel, qui étaient très très frileuses, qui avaient lors du premier confinement. C'est vrai que je pense que j'ai été le premier à travailler avec toi, notamment avec cette avant-première des Grands Voisins. Et quand j'en parlais autour de moi, c'était un peu
Bah, on ne sait pas trop, on va voir comment ça se passe. Ils avaient très très peur de l'accueil de la profession sur cette plateforme. Finalement, les choses se sont faites d'elles-mêmes en fait. Enfin, je pense que tout le monde finalement a adhéré plus ou moins à la plateforme, en tout cas au principe et au concept. Après, c'est sûr qu'il y a des salles de cinéma, et je vois même parmi mes clients qui ont plus de mal à communiquer de manière virtuelle et qui sont beaucoup plus fortes sur un public de seniors, qui, avec le petit papier qui viennent chercher le programme toutes les semaines. Voilà, donc là, ça demande presque un renouvellement de public, puisqu'au final, la programmation en tant que telle, pour moi, n'a pas changé, puisque on a travaillé avec Pierre-Emmanuel et la plateforme pendant les fermetures des cinémas. C'est vrai que quand les salles ont réouvert, il y avait de toute façon une demande de mes clients de privilégier la salle de cinéma. C'est vrai qu'il y a cette crainte aussi tout d'un coup de se dire, bon, on habitue les spectateurs à rester chez eux, alors que nous, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils retournent au cinéma. Donc, à titre personnel, je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, l'envie appelle l'envie. Donc, je pense qu'il y a des choses à imaginer. En tout cas, voilà, c'était un petit peu cette crainte-là entre les deux fermetures. Donc la programmation, à mon niveau en tout cas, n'a pas changé, puisque je programmais les salles de cinéma. Sur la plateforme de la 25e heure, je travaille avec des distributeurs comme je travaille avec les salles quand elles sont ouvertes. Je travaille aussi avec mes directeurs de salles pour savoir ce qu'ils veulent faire, parce que c'est vrai qu'ils doivent après s'approprier les séances et communiquer dessus. Donc c'est vrai que moi, je fais que l'intermédiaire au final, hein. Mais c'est comme lors d'une sortie d'un film où je vais valider la sortie nationale, et après c'est au cinéma de mettre les affiches, la bande-annonce. Donc voilà. Donc je suis vraiment intermédiaire. Après, j'imagine en tout cas au moment de la réouverture et même par la suite, en fait, je pense qu'il va y avoir quand même une mutation, en tout cas, enfin, ou plus faiblement en tout cas un changement de travail des salles de cinéma, puisque notamment comme le disait Pierre-Emmanuel, il y a 400 films sur les étagères à sortir. Les 400 films ne pourront pas sortir ou pourront mal sortir. C'est un moment comment s'y réfléchir pour les films les plus fragiles en tout cas, à les proposer en salle de cinéma, mais peut-être aussi de manière virtuelle, à voir aussi, ou alors peut-être commencer par la salle de cinéma, mais très rapidement basculer aussi de manière virtuelle. Enfin, comment réussir à les faire exister auprès d'un public qui en demande en fait de ces films-là. Donc, comment les servir? Voilà, donc je pense que sur ce type de programmation, il y a des choses à imaginer. Aujourd'hui, rien n'est construit, tout est envisageable et à envisager. Et après, dans un autre registre, au niveau de l'animation et de l'accompagnement des séances, ce que propose aussi la 25e heure, c'est une retransmission en live des rencontres en salle. C'est-à-dire que si j'organise un événement à Paris grâce à la plateforme, je vais pouvoir le retransmettre à la fois chez les personnes chez elles, mais aussi dans les salles de cinéma, et qu'un un petit cinéma dans le trou du cul de la France aura accès aussi à cette rencontre et pourra aussi interagir via un chat. Donc tout d'un coup, ça devient virtuel, ça devient, enfin, c'est beaucoup plus intéressant qu'une capsule vidéo filmée et juste placée comme ça avant ou après la séance. Donc ça, je crois beaucoup à ça aussi. J'ai pas mal d'idées d'événements et tout d'un coup, on peut leur donner une ampleur nationale. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Typiquement, bah, le documentaire, nous, c'est un peu notre, comment dire, notre offre souvent est sur des documentaires autour de thématiques fortes. Donc, Les Grands Voisins, c'était la démocratie participative, la transition, etc. Donc, ça pour nous, c'est important, évidemment. Mais au-delà de ça, effectivement, on essaie de s'ouvrir au court-métrage, puisque le principe, c'est de retrouver un peu ce qui fait une séance, et on a essayé de recréer la séance telle qu'on la rêve, c'est-à-dire avec un avant-programme qui est composé notamment de courts-métrages, mais aussi d'une présentation par l'équipe de la salle de cinéma ou du festival. Ensuite, la séance et puis ensuite le débat. Et donc, ce principe-là, après, c'est vrai on peut l'élargir. On a par exemple des documentaires télé qui sont peut-être diffusés que sur Canal+, ou sur des chaînes avec peu de notoriété, mais qui ont un sujet fort et qui peuvent aller chercher une communauté. Donc, voilà, on peut diffuser des docs télé. On peut aussi diffuser des événements. On fait du live stream de concerts aussi. On fait des visites virtuelles, des visites guidées autour du cinéma ou autres. Donc, toujours avec cette interaction pour le public qui peut poser la question à son guide. Et au-delà de ça, là, par exemple, on vient de réouvrir une salle qui s'appelle le Beverley, qui était le dernier cinéma porno de France, qui a fermé il y a 2 ans. Alors, on réouvert et donc on diffuse des films porno féministes, en même temps des films vintage porno des années 80. Et finalement, c'est une offre que les spectateurs peuvent plus trouver parce que ces cinémas-là ont fermé, quoi. Le dernier, c'était donc
ce cinéma qui a fermé il y a 2 ans. Donc on essaie d'avoir en fait la plus grande diversité possible d'offres qui soient des contenus filmiques, mais aussi autre chose. On peut accueillir potentiellement des conférences. À partir du moment où on a des tables rondes ou des débats après film, finalement, c'est le format un peu conférence. Donc, nous, aujourd'hui, on se veut plus simplement une salle de cinéma virtuelle, mais on se vend, entre guillemets, comme une salle virtuelle qui est mise au service des lieux culturels. Sachant que d'ailleurs, il y a pas mal de lieux culturels ou de cinéma qui sont à la fois des lieux de programmation de spectacles vivants. Et donc, on l'a fait, ça doit programmer aussi des concerts via une salle de cinéma ou des pièces de théâtre, des rediffs de pièces de théâtre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une porosité entre tous ces formats d'ailleurs. Et là, on va travailler avec des opéras. L'opéra injecte des choses qui sont de l'ordre de la grammaire du cinéma, en fait. Même avec des captations live de l'opéra qui sont rediffusées sur un écran derrière, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est peut-être de pouvoir prendre plus de risques aussi en termes de programmation et d'offrir quelque chose d'un peu plus vaste finalement. Par exemple, le film City Hall de Frédéric Wiseman, qui fait 4h30, on a pu le diffuser avec, je sais plus, il y a le distributeur a négocié peut-être 20 ou 25 salles. Ça faisait un événement qui faisait plus de 6 heures en fait. Entre le film de 4h30 plus la rencontre avec le réalisateur, c'est dangereux, c'est pas simple pour un exploitant de le faire. Alors j'espère que ça va plutôt favoriser sa programmation en réel, parce que l'idée c'est de démontrer sur des films peut-être de niche qu'il y a quand même un public et que ça vaut peut-être le coup quand même de libérer des cases dans la programmation du cinéma, parce que ce public en fait est là. De la même manière pour les sourds et malentendants. Je pense que le fait de peut-être commencer en programmant en ligne des séances sourds et malentendants, ça va permettre d'agréger une communauté à laquelle l'exploitant va avoir accès. Il va se rendre compte à un moment donné que s'il fait à chaque fois 100 spectateurs sur des séances sourds et malentendants, ça vaut peut-être le coup qu'il prenne le risque de programmer dans sa salle. Et là, on peut avoir un effet vraiment vertueux qui ramène du virtuel vers le présentiel. J'ai 2 hypothèses. C'est soit effectivement on arrive à démontrer avec les films qu'on va sortir nous-mêmes qu'il y a effectivement un modèle économique et que c'est peut-être pertinent de faire une sortie maintenant plutôt que d'attendre de se faire broyer, on va dire, au moment de la réouverture. Et c'est là où il va y avoir un énorme contre-coup, je pense, pour beaucoup de distributeurs. Parce qu'autant les exploitants, ils vont être submergés et il va y avoir des tensions aussi avec les distributeurs parce qu'ils vont être harcelés. Et il va y avoir ça va être extrêmement violent, je pense, parce que les exploitants vont être obligés de faire des choix. Et ils vont sans doute, pour une bonne part, faire un peu de choix de la facilité d'aller vers ou les gros films ou les films à essai porteurs, mais de façon encore plus claire cette fois-ci, et avec une pression des distributeurs qui vont leur dire si tu ne me le prends pas, c'est terminé, je te parle plus, ça va partir en engueulade violente, je pense. Et les petits distributeurs qui vont se faire déchiqueter, qui vont se prendre des vents de partout, qui vont avoir daté leur film en se disant c'est bon, ça repart, et qui vont se prendre une énorme désillusion parce qu'il n'y aura pas de place. Et là, ça va être extrêmement violent. Et là, il n'y aura plus d'aide de l'État. L'État leur dira, nous, on n'y peut rien, c'est la loi du marché, limite. Et la régulation, on en avait parlé pour le 15 décembre, et personne ne s'est mis d'accord. Donc, il n'y aura pas de régulation. Moi, j'y crois juste pas. Ça va être le carnage. Et donc, je pense que si on arrive à prouver qu'en sortant un film maintenant, on peut aller chercher 5 000, 10 000, 15 000 spectateurs, ça va être vachement plus intéressant pour des petits distributeurs. Et peut-être que s'il y a des gros qui le font, ça va même aller chercher plus loin. On a fait une séance avec Jour de fête de Papicha qui était sorti 6 mois avant. En une séance, ils ont fait 1200 spectateurs sur 20 salles. Donc, et sans mettre le paquet. Donc, ça veut dire que on peut faire 100 000 entrées, je pense, sur un film aujourd'hui en virtuel. Donc, soit on arrive à prouver ça avant la réouverture et à ce moment-là, à montrer qu'il y a un vrai modèle économique et que donc l'hybridité est pertinente, soit la salle continue d'avoir une activité mais n'est pas suffisamment probante, et à ce moment-là, il peut y avoir une réouverture où les gens se détournent de nous, font le choix de se dire on met le paquet que sur le présentiel et le font dans les conditions qui vont être difficiles, mais ne comprennent pas qu'on ait un appui en fait. Et ça, c'est possible. Donc il faut aujourd'hui qu'on arrive, nous, à prouver suffisamment d'ici la réouverture qu'on ait effectivement un modèle qui est pérenne et qui n'est pas concurrentiel, qui est là pour aider la salle, et qu'à choisir, un spectateur, s'il peut aller en salle de cinéma, il va en salle de cinéma. Pour nous, il n'y a même pas de débat, quoi. Et on a bien vu qu'au moment de la réouverture des salles, les gens retournaient en salle. Et je pense qu'il y a des gens parce qu'ils ne seront pas vaccinés, par exemple. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent flipper simplement d'aller en salle parce qu'ils ne sont pas vaccinés.
et d'autres personnes qui simplement, pour X raisons, ils peuvent pas aller 5 fois par semaine. Ils auront peut-être un énorme désir d'aller en salle. Et quand on est jeune parent, on va pas s'amuser à garder 3 fois par semaine ses enfants et ça coûte 40 balles. Quoi. Non, mais, donc les publics empêchés, c'est aussi les jeunes parents. Mais donc je pense que un spectateur féru de cinéma, il ira peut-être une fois par semaine à la reprise au cinéma comme avant, peut-être même un peu plus, et peut-être qu'il aura un tel désir de voir des films qu'il en verra en plus deux autres en salle virtuelle, parce qu'il y a plein de films qu'il a envie de voir qui sortent, et donc on verra que plutôt que d'avoir 4 tickets vendus, il y en aura peut-être 10, parce que le spectateur sera allé en plus en salle virtuelle. Mais je ne crois pas effectivement au vase communicant entre, comme ça a été le cas quand la télé est arrivée après la radio et après le cinéma, on avait peur à chaque fois qu'un média phagocyte. Non, je pense que quelqu'un qui consomme de la culture, il la consomme sous toutes ses formes depuis qu'il se lève le matin jusqu'à son coucher. Quoi. Mais voilà, il y a des moments qui sont plus ou moins événements et le cinéma, c'est évidemment la meilleure manière de voir des films. Il n'y a pas de question. Vague question. Oui, on peut effectivement, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. La difficulté aujourd'hui, en tout cas, c'est l'état d'esprit des salles de cinéma, puisque effectivement, elles veulent surtout attirer le public dans leur établissement, ce qui semble logique. Donc ça va être, je pense, pour moi, la perspective, ça va surtout de pouvoir faire vivre les films les plus fragiles, les plus petits. Euh, Peut-être effectivement, j'avais pas pensé au public empêché, mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion, je ne me l'étais pas faite, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi travailler ensemble. Après, je vois aussi les équipes des salles de cinéma qui sont toutes très réduites. Ils n'ont pas forcément une personne dédiée à la communication. Donc, c'est vraiment, il y a un directeur, un assistant pour un peu toute la partie administrative et en gros des caissiers projectionnistes. Hein. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est aussi comment consacrer de l'énergie pour faire venir les spectateurs dans leur salle et en même temps leur dire, mais en parallèle, il y a aussi autre chose. Donc, voilà, je pense que tout ça va se faire un peu dans le temps et je pense que par aussi la force des choses, de l'arrivée de tous ces films qui ne trouveront pas leur place, ben, peut-être qu'il y aura une sorte de marché un peu parallèle, complémentaire à la salle de cinéma que sera la 25e heure. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas de solution ou on va dire de choses balisées, mais les réflexions en tout cas sont là et j'espère qu'on pourra continuer d'en parler avec Pierre-Emmanuel pour construire un peu l'avenir. Je pense que vraiment c'est complémentaire et comme quelque part la SVOD peut être aussi complémentaire, c'est-à-dire que si les contenus sont de qualité, si on sait à qui on s'adresse et qu'on propose des choses différentes mais intéressantes, je pense que voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et oui, je pense que de toute façon les salles de cinéma demain vont être obligées euh, de se renouveler, de penser différemment, de voir les choses différemment, de tout à l'heure, Pierre-Emmanuel parlait aussi du fait qu'une salle de cinéma peut aussi proposer des expositions, des concerts, ce genre de choses, proposer plusieurs formes d'art. En fait, ça devient non plus une salle de cinéma, mais un peu un lieu pluridisciplinaire. J'ai des salles qui le font, notamment Entrepôt, et je pense qu'effectivement, c'est pour les salles indépendantes, c'est aussi une forme de survie et puis d'évolution. Donc tout ça combiné, oui, oui, je pense qu'il y a des choses à imaginer. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça que je travaille dans le milieu du cinéma. J'ai commencé en 2012, mais dès le début, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer un exemple, hein, la série au cinéma? Parce qu'il y a des séries de très bonne qualité. Et à un moment, on cherche aussi à attirer les 15-30 ans. Bah, ils sont souvent collés sur leurs écrans à mater des séries. Ben, pourquoi ne pas faire la même chose de manière collective au cinéma? Donc là, c'est quelque chose que je développe en ce moment. Je sens qu'aujourd'hui, les chaînes, les producteurs sont un peu plus enclins à écouter les demandes des salles. Mais en tout cas, voilà, c'est comment aujourd'hui, je pense qu'il faut innover. C'est plus possible de mettre une bande-annonce, une affiche et de dire bah, venez, il y a de la lumière et tout le monde va appliquer. Non, c'est comment proposer des choses, l'événementiel, le virtuel, tout ça, ce sont pour moi, c'est l'avenir en fait de la salle de cinéma. Je crois beaucoup aux salles de cinéma, aux petits établissements de quelques écrans qui proposent. À côté, il y a un restaurant, il y a une salle de concert, il y a une galerie, enfin des choses en fait qui permettent en fait de démultiplier l'expérience cinéma
et ne pas juste aller au cinéma, aller voir ton film à 15h et repartir à 17h en fait, mais tout d'un coup créer une expérience et sur la durée collective. Donc je crois à ça. Et petite parenthèse, mais il y a aussi des distributeurs qui m'ont parlé d'organiser des séances en salle de cinéma et ensuite de proposer aux spectateurs de rentrer chez eux et ensuite d'organiser une rencontre virtuelle avec un talent réalisateur, acteur. Donc ça aussi, peut-être, ça peut être un modèle hybride qui peut potentiellement fonctionner, notamment s'il y a un couvre-feu au moment de la réouverture. On l'avait déjà imaginé dès avril dernier, enfin dès mars dernier, avec cette fameuse avant-première des Grands Voisins, où on s'était dit avec Pierre-Emmanuel, au moment où la jauge de la salle 1 du Luminor, à savoir 180, dès qu'il y a 180 places vendues, on ouvre une salle virtuelle, ce qui permet déjà d'atteindre cette jauge avant de proposer la salle virtuelle. Euh, donc ça, c'était possible. Alors oui, je pense que légalement, il y a pas de raison. Le distributeur donne son accord. C'est, oui, enfin, on passe après par la billetterie comme on fait avec la 25e heure. Enfin, Pierre-Emmanuel pourra peut-être en parler mieux que moi, mais je ne vois pas ce qui peut empêcher ça. Donc, oui, enfin, je trouvais justement sur cette idée de se dire, on atteint la jauge de la salle de cinéma parce que la salle de cinéma reste quand même la priorité. Ensuite, on ouvre une seconde salle, on définit la jauge aussi parce qu'on ne va pas ouvrir à 10 000 personnes, mais peut-être faire une jauge x2 de la salle qu'on a remplie enfin, la salle de cinéma qu'on a remplie. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que sur cette séance-là, il y a un événement. C'est pas la séance du mardi 14h. C'est que tout d'un coup, là, il y a une rencontre derrière, il y a un événement particulier qui nécessite d'ouvrir une salle pour avoir le plus de monde possible. Je pense effectivement qu'il va y avoir de plus en plus de porosité entre les formats, entre les modes de diffusion. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les plateformes américaines qui vont devenir exploitants, les séries diffusées au cinéma. Voilà, et je pense que tout ça va aller plutôt en faveur d'un métier qui est peut-être pas suffisamment fait du côté de certains distributeurs, et d'autres le font très bien, c'est d'ailleurs vraiment le métier événementiel, quoi. Et nous, dans nos taglines, on mettait la 25e heure producteur, distributeur et événementiel. Et je pense que ça, c'est vraiment ça qui va faire la différence. L'événement de base, entre guillemets, qui est la rencontre, ça, entre n'importe quel distributeur digne de ce nom, comprend la pertinence, mais maintenant, ça peut aller plus loin, c'est-à-dire peut-être faire une expo photo à côté, faire des choses un peu de l'ordre du happening, je sais pas, faire des choses qui, justement, vont être plongé dans la sphère numérique, comme disait David, voilà, la rencontre peut se faire finalement non pas dans la salle de cinéma, mais chez soi. On peut imaginer tout ce qui est autour du ciné-concert aussi, ça se fait déjà pas mal, mais peut-être que ça va se développer aussi. Donc, je pense justement qu'il y a beaucoup d'hybridité à réfléchir et ça va obliger à être un peu plus ouais, un peu plus événementiel, quoi. Certains vont réussir à prendre ce virage-là et vont le prendre d'autant mieux qu'ils sauront manier les codes aussi de la promo sur les réseaux sociaux. Et d'autres vont se prendre des grosses stars parce qu'à un moment donné, ils vont pas comprendre que, entre guillemets, le monde a changé et que les règles sont plus les mêmes et que le public, en plus, accessoirement, qui déserte un peu les salles, les générations X et Y, c'est pas qu'ils aiment pas le cinéma, c'est qu'il faut réussir à lui parler avec d'autres canaux et leur offrir des choses peut-être un peu différentes. Comme l'a fait l'entrepôt là récemment, c'était un déjeuner, un dîner préparé par une chef étoilée autour d'un film et on se faisait livrer à domicile et puis finalement voilà, il y avait un événement qui était créé autour de l'art cinématographique et de l'art culinaire. Voilà, mais et du coup c'est un vrai événement qui vaut le coup entre guillemets et qui se démarque d'autant plus de la plateforme qui est voilà, une offre qui n'est pas vraiment éditorialisée. On a l'impression de manger entre guillemets du McDo, quoi. Là, non, faut se mettre à faire de la cuisine de chef étoilé, quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un exemple, mais qui est peut-être le premier parmi d'autres, enfin qui suivront, le film Possessor, qui est un film voilà, qui est distribué, enfin qui devait être distribué par les bookmakers, qui a eu plusieurs prix à Gérardmer, c'est un film de genre, donc il devait avoir une sortie salle. Et en fait, l'équipe des bookmakers a réfléchi, s'est dit, mais en fait, il y a tellement de films qui vont sortir
Nous, on a aussi un line-up assez important. On ne peut pas se permettre de rajouter un film en plus qui trouvera peut-être difficilement son public et sa place dans les salles. Donc, ils vont le sortir en VOD. Mais avant ça, ils vont permettre aux salles de cinéma qui le souhaitent d'organiser quelques événements d'avant-première. Enfin, voilà, en gros, réfléchir à dire, vous avez, je sais pas, 2 semaines, j'en sais rien, je sais pas la temporalité, mais un certain nombre de temps pour organiser des événements autour de ce film-là. Allez-y, ça peut être une soirée événementielle, ça peut être deux, ça peut être cinq, mais en tout cas, faites-vous plaisir avant que le film soit proposé en VOD. Donc je trouve ça assez intéressant parce que je sais qu'il y a des exploitants qui sont contre, absolument. Moi, je trouve ça pour le coup bien parce que ça évite d'avoir un film qui encombre les écrans, qui trouve pas sa place, qui est un peu, qui perd très très vite, enfin qui arrive même pas à exister auprès des spectateurs, auprès de la profession, auprès des critiques. Là, tout d'un coup, on organise des événements et je pense qu'il vaut mieux faire 2 événements avec 200 spectateurs plutôt que faire une programmation assez classique avec une moyenne de 5 à 10 spectateurs par séance. Donc je trouve ça vachement intéressant. Après, ça demande aussi pour la salle de cinéma un travail beaucoup plus important. Puisque c'est vrai que c'est quand même plus simple de proposer un film 30 séances dans la semaine avec juste mettre l'affiche et communiquer un peu dessus, plutôt que travailler sur quasiment chaque séance. Mais aujourd'hui, il faudrait réussir à événementialiser chaque séance. Et après, au moment de la réouverture du 22 juin, on a travaillé mais 2 fois plus que d'habitude pour des résultats avec 2 fois moins de spectateurs, puisque la période bon, était compliquée, les jauges étaient réduites, il n'y avait pas trop de films, mais on avait quasiment un événement par soir dans chaque cinéma. C'était vraiment on n'arrêtait pas. Parce que tout d'un coup, on sentait qu'il y avait une demande, et ça marchait, hein, les événements fonctionnaient bien, on faisait souvent des complets parce qu'il y avait une demande, mais on sentait qu'il fallait aussi accompagner chaque séance. Donc voilà, ça va peut-être aussi créer des nouveaux postes liés à la communication, à l'organisation d'événements. Enfin, mais je pense qu'il y a des postes qui vont être créés. Enfin, j'espère en tout cas que la salle de cinéma va encore survivre et je pense pas qu'on retrouvera les 200 millions d'entrées qu'on avait atteints, mais je pense qu'on arrivera à je sais pas, peut-être à 140, 150, qu'on arrivera à stagner un peu sur cette voilure-là et qu'on arrivera à se réinventer, enfin que les salles pourront se réinventer en fait, et le voudront, parce que c'est surtout ça, je pense, aujourd'hui.